François Bon, Lovecraft, 1925, varions les débuts, varions les attaques. De toute façon, on est tous ensemble et contents de se retrouver. Vous savez qu'on est en 1925 dans le petit carnet de Howard Phillips, Lovecraft, exactement le même format, quasiment la même marque à l'intérieur des petites cases, une par jour, où lui va installer ses petits hiéroglyphes. C'est pas toujours facile de les déchiffrer, mais justement, c'est ça l'avantage là que vous soyez là et qu'on le fasse ensemble, là, les explorateurs, les décrypteurs. Vous savez que dans le dossier, le lien est toujours dans chaque mail. Il y a j'ai un dictionnaire qu'on est en train d'élaborer ensemble avec les noms, pour chaque nom des petites notices, ça commence. Chaque lieu, et si possible, des liens pour aller retrouver les archives. Et puis, pourquoi j'en parle. Bon, en tout cas, le lien pour ce dictionnaire, qu'est-ce que c'est important, et on le fait ensemble. Donc oui, il y a les noms, il y a les lieux, il y a les sources, il y a les livres, il y a les films, et donc ça fait partie là de nos outils du déchiffrage ensemble. D'où le fait de s'inscrire là pour recevoir le petit PDF dans votre boîte mail. Bon, d'accord, je fais le clown en vidéo. Mais ça, c'est ma récompense, c'est quand t'as passé 2 heures ou 3 heures dans le truc, là, que t'as les yeux comme ça, là, à force d'être passé dans le New York Times et tout. Ah, waouh, soulagement. Tu fais la vidéo maintenant? Ouais, la vidéo. Bonjour. Donc, on est en 1925 et on est le 24 janvier. Si on va maintenant dans le ordi, le petit journal de Lovecraft, voilà, on est samedi 24, on est en bas de la page, ouais, une page de gagné, ça doit être notre troisième ou notre quatrième, en tout cas on avance. On est le 24, le samedi, parce qu'il y a toujours un jour de décalage. Ça commence pareil, hier on s'est levé à 13h30, peut-être il faudrait que je poste ma vidéo à l'heure où il se lève là, aujourd'hui. Non mais 3h30 l'après-midi, ça va, ouais. Ça veut dire que home plus right. Alors d'accord, la nuit d'avant, ils n'ont pas trop dormi. Mais home plus right, à quelle heure ils sont revenus, ça, c'est pas dit non plus. On a souvent ces précisions. N'empêche que right, pour se réveiller à 15h30, c'est que right, ça a duré le right. Voilà, c'est ça, à nous, qui va être important. Il se rend après chez Samuel Loveman et ensuite avec George Kirk. Alors ici, on a une notation très sibylline, probablement parce qu'elle va être reliée ici au Phillips Manor. Il s'agirait d'un Van Cortlandt. Et Van Cortlandt, oui, là on retrouve l'univers Lovecraft, mais oui, là par contre on ne va être que dans les hypothèses. Mais souvent, vous savez, il y a les lettres à la vieille tante là, qui nous aident aussi. Donc ce Stephanus Van Cortlandt, il est mort en 1700, à l'aube du XVIIIe siècle, le grand siècle de Lovecraft, qui disait toujours vivre et écrire avec la langue du XVIIIe siècle. Et vous verrez qu'en juillet, quand il va écrire cette fabuleuse nouvelle, qui n'est pas un grand récit de Lovecraft, mais qui est tellement significatif sur plein de points, qu'il appelle Lui, eh bien, on va voir un personnage du XVIIIe siècle marcher et surgir en pleine nuit dans le cœur de New York, le Greenwich Village. Et ce Stephanus Van Cortlandt, mort en 1700, ça a été le premier maire de New York. Difficile de savoir pourquoi là, un Van Cortlandt avec George Kirk. Est-ce que Kirk a un bouquin et on parle de lui? Est-ce que parce qu'on va aller donc justement voir l'éclipse, c'est ça le grand événement d'aujourd'hui. Alors pour l'éclipse, c'est donc, vous voyez, Manhattan, Central Park, Harlem. Et si vous montez si vous tournez vers la droite, c'est le Bronx. Mais si vous allez vers la gauche et que vous suivez le Hudson, c'est magnifique. Le Hudson coule dans une vallée extrêmement encaissée, boisée, qui reste sauvage même aujourd'hui, et c'est pas des falaises, mais sur ces pentes extrêmement surplomb. Alors il y a un très beau musée de sculpture qui est vraiment impressionnant, parce que on a reconstitué des abbayes européennes, encore plus grandes que celles qui sont au Met. Mais donc c'est ce quartier de Yonkers, et il y a donc un manoir. Alors allez voir le dictionnaire, il y a le petit lien, il y a les pages d'archives. Vous savez comment on est
maintenant dans le boulot ensemble. Et ce Phillips Manor, il a commencé d'être construit en 1682. D'où le lien avec ce Stephanus van Cortlandt et la cohérence qu'il peut y avoir. Mais bon, reste de l'énigme quand même. Mais ce Phillips Manor, eh bien, on va aller le visiter parce que, justement, pour voir l'éclipse, ils vont se rendre là, sur ce Yonkers, qui est le point le plus élevé au-dessus de... c'est encore la presqu'île de Manhattan, mais c'est là où ça grimpe. Donc c'est le point le plus élevé d'où ils vont aller se rassembler pour... Comme évidemment, toute la ville de New York est dans la rue. Mais juste à côté, dès que l'éclipse, vous savez, ça dure pas longtemps, par définition. Je vais vous dire comment il en parle, Lovecraft. Mais on va aller visiter ce Phillips Manor parce qu'ensemble, donc, ils sont Morton, Dench, Leeds. Est-ce qu'il y a... Non, voilà, ils sont juste ils sont juste 5. Lovecraft, Kirk, Loveman, non, ils sont 6, Morton, Dench et Leeds, et donc ils vont à Yonkers, et puisqu'on est sur place, eh bien, les braves New-Yorkais, après, vont boire des bières ou ils rentrent chez eux, eh bien, eux, ils vont aller visiter ce Phillips Manor, qui est un témoignage des premières architectures coloniales, la splendeur, et qui, depuis 1912, est un musée consacré aux héros américains, parce que ces constructeurs, donc apparentés là, à ce Van Cortlandt, c'est toute cette racine hollandaise de l'implantation new-yorkaise. Les plafonds sont tous en hommage, comme ça, à tous les présidents. J'espère qu'ils n'ont pas rajouté le fasciste là, qui vient de débarquer, mais peut-être que ça aussi, pour moi, ça fait du bien là, d'être en 1925 à cause de ça. Bon, ça, c'est le Phillips Manor, et donc allez voir le lien, ça vaut le coup d'aller s'y balader, et puis l'éclipse. Alors, j'ai essayé de travailler, alors oui, c'est ça le problème, c'est que mon PDF, là, maintenant, avec cette nouvelle présentation, ne me respecte pas. Si, voilà, j'ai essayé que ça soit quand même en double page. Alors voilà, extrait de la lettre à Lillian. Lettre aux cartes postales, parce que c'est court, je pense que c'est plutôt une carte postale. Avez-vous vu l'éclipse? Nous, Morton, Kirk, Leeds, Dench et moi-même, donc nous 5 en fait. Nous 5, Morton, Kirk, Leeds, Dench et moi-même, on est allés à Yonkers pour la meilleure vue de l'ensemble du phénomène depuis le haut de la colline. La couronne s'est révélée splendide et les planètes brillamment visibles. Et ça, c'est une phrase qui me touche parce que, vous savez, dans Cthulhu, l'importance, ou la couleur tombée du ciel, l'importance de ce qu'il y a au-delà de notre espace connu. Eh bien, avec l'éclipse, qu'est-ce qu'on regarde ? Bien sûr, la couronne du soleil. Il y a des articles dans le New York Times dire en quoi, par exemple, l'étude de la Lune, les astronomes se concentrent plus sur ce que ça va révéler de la Lune que ce que ça révèle des orages solaires. Comme nous, aujourd'hui, on aurait tendance à aller chercher ça dans une éclipse. Mais lui, on voit les planètes. Tout d'un coup, le ciel, en plein jour, vous vient et on pourrait attraper le ciel avec la main. Et c'est rare que Lovecraft, quand il écrit comme ça, quitte en gros ce côté empesé de sa correspondance, même évidemment si la correspondance est remplie de grands délires, mais pas celle de sa tante. Ah ouais, on a eu froid. Ah ouais, parce qu'il neige sur New York. Mais l'expérience en valait la peine. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés au célèbre Phillips Manor, dont la partie la plus ancienne a été construite en 1682. Un vieux bonhomme nous a fait visiter les lieux. Et ça aussi, vous voyez, c'est comme dans Innsmouth, comme ces guides dans Lovecraft, ces intercesseurs. Il y a souvent des vieux bonshommes, on ne sait pas, ils parlent mal. Celui de Innsmouth, c'est terrible comment il parle. Il parle des langues qui font partie de toute cette galaxie là, de vocabulaire ou de grammaire qui tiennent à des communautés extrêmement restreintes. Mais là, lui, c'est ce dont il se souvient. Un vieux bonhomme nous a fait visiter les lieux. Et nous lui avons acheté le livre
avec l'histoire et la description de l'endroit en détail. Alors, qui a acheté le livre entre 5 ans, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, ils ont ramené le livre. J'espère qu'on vous revoit tout bientôt, parce que la tante doit revenir à New York. Et hâte d'apprendre ce que vous avez fait, vous, pour l'éclipse. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est tout ça. Mais t'étais où, toi? T'as été la voir comment? Et je vous avais promis un petit rapport à Balzac. Alors, moi, Balzac, vous savez qu'une grande partie de l'œuvre, puisque moi, Lovecraft, c'est le matin, Balzac, l'après-midi, c'est simple. Oh, du point de vue de la thérapie intérieure, c'est rien de mieux. Là, j'étais dans Ferragus depuis 3 jours. C'est parfait. Eh bien, Balzac, où il écrit très souvent au château de Saché, dans l'Indre-et-Loire, là où vit aussi la fille d'André Breton, avec beaucoup des choses encore de Breton. Ça a été le lieu de résidence, là, des années 50 à 70, d'un sculpteur étonnant qui s'appelle Alexander Calder. Et moi, Calder, c'est un gars de Philadelphie. À Philadelphie, au musée d'art, il y a des géantes installations de Calder. Vous savez, c'est mobile. Alors, dans tous les musées du monde, il y a des Calder. Mais Calder, on dit, ouais, artiste contemporain, deuxième moitié du XXe siècle. Eh bien, Calder, il était né en 1898. Donc, quel âge il a aujourd'hui? Là, 24 janvier, jour de l'éclipse. Alexander Calder a 27 ans. Est-ce qu'il est sculpteur et fait des mobiles? Non, il fait de la peinture. Qu'est-ce qu'il a peint, Alexander Calder, le jeune homme de 27 ans? Lui aussi, il est monté sur les hauts de Manhattan. Il n'est pas monté à Yonkers encore, il est monté vers Columbia. Là, je crois que c'est vers où il y a Flushing Meadows, avec ces coins-là. Et regardez, Alexander Calder, éclipse du 24 janvier 1925. Faites pas attention au PDF, c'est toujours des ébauches au moment où je fais la vidéo, et après je corrige. Tous les New-Yorkais qui sont là, qui regardent, et sans quoi ils pataugent? Ils pataugent dans la neige, même les bagnoles qui glissent au milieu. Toutes ces silhouettes, et le ciel est noir, on voit la couronne solaire, on voit ce vent, et il y a du vent dans les éclipses. Moi, je me souviens de celle à laquelle j'avais assisté, c'était en 1970, début 80, février 1980 à Bombay. C'est un souvenir extraordinaire, parce que j'étais au Bhabha Atomic Research Center, et pour les hindous, on ne sort pas pendant l'éclipse. Il n'y avait que les musulmans, là, avec les taxis. Bon, ça faisait quand même du monde, qui eux affichaient justement qu'ils étaient dehors. Et puis ensuite, on prend le bain purificateur. Oui, c'est quand même encore là, c'est symbolique, elles nous rejoignent. Mais à New York, tout le monde est dans la rue pour l'éclipse. Et regardez cette géographie. Alors là, on a une église un petit peu traditionnelle. Si c'est une église new-yorkaise, je ne sais pas, mais ces formes-là, on est déjà presque chez Charles Schiller et Edward Hopper. Mais Edward Hopper, il était à Paris en 1910, mais il est à Manhattan tous ces temps-là. Edward Hopper, il peint aussi dans les ocres, il peint aussi, vous voyez, ces réservoirs, vous savez, qui sont si prégnants, là, ces réservoirs d'eau sur le toit des immeubles. Eh bien, on en trouve aussi donc chez Alexander Calder. Et cette toile, elle est dans une, justement, fondation Calder. Elle a échappé aux collectionneurs privés. Et donc, tout d'un coup, Alexander Calder, qui va venir faire une grande partie de sa vie, faire construire un magnifique atelier à Saché, qui est toujours un lieu là, de résidence pour les artistes, eh bien, ce petit point direct, Balzac, Calder, Lovecraft, Eclipse, moi, ça me réchauffe. L'article du New York Times que j'ai traduit, le voici, et c'est ce que je disais hier, dans le bas de la une, ces petits articles à réchauffer le cœur, on va y aller voir. Alors là, donc, un truc de mise en page, parce que moi, vous voyez, ça serait une double page, où il y aurait, alors là, cette photo, elle est sous droit, mais je l'ai un peu bricolée pour enlever à l'ami. Bon, il ne faudrait pas qu'elle aille se trimballer, mais c'est une photo directement du 24 janvier 1925 des New-Yorkais avec leurs petites lunettes à regarder l'éclipse, cette espèce d'énorme truc en carton derrière. On est, je ne sais pas ce qu'on est à Manhattan et pas à Brooklyn, le lieu n'est pas précisé, mais c'est un témoignage direct. Voilà le Zeppelin, le Los Angeles, qui a fait des vols d'essai au-dessus de New York, et qui, ce jour-là, à cause de ce vent général
généré par l'éclipse, avec tout d'un coup le noir et les différences de température, finalement décollera trop tard. Et 2 documents alors, anonymes, celui-ci, vous voyez la neige, vous voyez les immeubles, et vous voyez comment ils se regroupent. Et ben celle-là, Yonkers, ça pourrait être nos 5 zigotos. Sauf que là, il y a des enfants, il y a des femmes. Donc, c'est pas eux, bien sûr, mais voilà, les New-Yorkais avec leur petit truc de verre qu'on a fait fumer à la suie qui regarde. Et une photo prise le 24 janvier 1925, signée Troy. Et ce magnifique travail sépia avec l'éclipse dans la nuit. Et avant d'aller voir le New York Times rapidement, moi ce qui me tracassait, on a retrouvé Morton, James F. Morton, bientôt on va en parler, c'est un personnage important. Dench, qui c'est Dench? Alors moi j'ai un document, ça s'appelle la H.P. Lovecraft Encyclopedia de St. Yoshi. Vous trouvez ça à 5 balles sur les trucs Kindle. Et je m'en sers sur l'ordi. Eh ben, Dench, il n'y est pas dans l'encyclopédie de Yoshi. Alors, je cherche. Et je l'ai trouvé dans I Am Providence quand même, une toute petite mention. Donc Morton et Dench montent à pied. Tandis que nous, on part de la station Getty Square pour aller en métro ou elevators jusqu'à Yonkers. On escalade la colline et c'est l'éclipse en majuscule, puis leur visite au Phillips Manor. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à la cafétéria. On n'aurait pas notre Tiffany du jour. Vous me le rouspèteriez, hein. Bon, et Dench. Et ben Dench, figurez-vous que on va en reparler, parce qu'en 1915, et même Yoshi, dans I Am Providence, il met une toute petite note, Dench, membre de l'Union de journalistes amateurs. Ah, ouais, mais c'est Ernest Hay Dench. Ernest Hay Dench. Enfin, je vous le redis, Ernest Hay Dench. En 1915. Les frères Lumière, est-ce qu'ils ont écrit des livres? Non. Nous, en France, on a Epstein, Jean Epstein, merveilleux. Des questions du ralenti. On a les textes sur le cinéma de Artaud. Mais moi, c'est les livres de Epstein qui me sont là. Mais c'est 1927. Eh bien, en 1915, paraît un livre qui s'appelle How to Fabric Movies. Comment on tourne un film. Et il est signé, ce livre, Arthur A. Dench. Ne vous inquiétez pas qu'on va s'en occuper de ce livre. Tout bientôt. Mais pour faire connaissance avec Dench, j'ai pris 2 articles, un de 1916 et un de 1918. Celui de 1916, prenons à l'envers, celui de 1918. Comment on peut utiliser le cinéma dans les hôpitaux? Ben oui, parce que aucun patient ne se sent en état d'entreprendre le travail mental nécessaire à la lecture. Il veut que ce soit fait pour lui. Le film cinématographique remplit parfaitement cette fonction. Et il parle de l'hôpital d'État de l'Ohio, qui est dans une ville qui s'appelle Massillon, qui est une toute petite ville, même aujourd'hui elle fait 30 000 habitants. Et Massillon, c'est le grand prédicateur français là, du XVIIe siècle. Enfin, je me trompe un peu, mais peut-être pas, en tout cas, fin du XVIIe, début du XVIIIe. Tu appelles une ville dans l'Ohio Massillon? Bah ouais, figurez-vous. Et eux, là, ils font des expériences en projetant des films directement dans les chambres des malades. Et là, tout d'un coup, il y a tout un tas de trucs techniques. D'abord, il faut acheter le projecteur. On vous donne le prix, $250. Ensuite, il y a une condition, c'est que le projecteur soit mis dans une cabine ignifugée. Parce que s'il y a le feu qui prend, puis tout ça, il y a une grosse lampe et tout ça, ben le malade, il ne va pas partir. Donc, c'est obligatoire de payer 65. Ils donnent même le prix des vis et des écrous à rajouter au prix de la cabine ignifugée. Toute une réflexion ensuite sur le coût des bobines, parce que les 3 grandes compagnies de films, la General, la Mutual et la Universal, proposent une chaîne d'échange à travers le pays avec 100 films mis à disposition par semaine. Mais la bobine est facturée $100.
Ben, pour un hôpital, c'est beaucoup trop lourd. Mais il explique là, justement, aux gens des hôpitaux, que si on attend que le film est déjà bien tourné, quelques semaines, eh bien à ce moment-là, le prix de la location chute, mais que le film est encore en bon état. Bon, mais par contre, c'est vraiment sérieux, parce qu'à qui il parle en 1918 ? À des gens comment projeter des films dans les hôpitaux. Et bon, c'est plein de détails comme ça, et moi, ça m'a... Enfin, tout d'un coup, là, ouais, l'impression qu'on a ouvert une piste et qu'on va la continuer. Dench, on va pas le retrouver souvent dans le journal, mais je sais que vers le mois de septembre, par exemple, Lovecraft va aller manger un peu plus haut, pas Brooklyn, mais peut-être même vers Coney Island ou Long Island, je sais pas, mais enfin, en tout cas, il va être reçu dans la famille de ce Dench. J'ai même pas la date de naissance encore. Laissez-moi encore quelques jours, on va y arriver. Il y a cet autre article qui est plus court, mais totalement incroyable. À New York, on a encore, enfin, il y avait encore, par exemple, à Roosevelt Island, il y a quelques années, les ruines de cet hôpital psychiatrique. Maintenant, c'est bon, ils ont tout rasé. Mais dans Lovecraft, on a tellement de récits où le narrateur parle depuis un hôpital psychiatrique, ou se fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Vous voyez, Innsmouth. Et ces hôpitaux, là, en tout cas celui d'Innsmouth, on a les photographies, on peut le retrouver, on peut le situer, etc. Et là, c'est des expériences, comment on peut utiliser le cinéma dans les hôpitaux psychiatriques. Plusieurs institutions ont prouvé par l'expérience l'affirmation ci-dessus: le cinéma rend la vie plus confortable à la fois pour les malades et pour ceux qui s'en occupent. Bon, là, on commence peu, hein. L'effet le plus bénéfique sur les faibles d'esprit qui sont enclins à broyer du noir. Et moi, c'est ce jeu de langage toujours. Ils n'aiment pas le théâtre car ça leur semble trop complexe. Le théâtre car il semble le théâtre trop complexe pour être compris par les aliénés. Mais d'un autre côté, les sujets éducatifs sont suivis avec intérêt. Après la représentation, il n'est pas rare que les patients posent toutes sortes de questions à ce sujet. L'intelligence, cependant, doit être sollicitée selon une échelle proportionnée. On projette d'abord des comédies simples, puis des films éducatifs. Les patients ne tardent pas à devenir des amateurs enthousiastes de cinéma. Ils anticipent les spectacles longtemps à l'avance, regardent l'écran avec attention et applaudissent chaque image. Et puis là, tout d'un coup, à l'hôpital central de Lakeland, au Kentucky, par exemple, un spectacle de cinéma est donné dans le grand auditorium tous les mardis soirs pour les patients blancs. Les patients de couleur, colored, sont régalés d'un programme similaire, un mercredi sur 2. Voilà, et on se retrouve brutalement. N'empêche qu'on a fait connaissance avec Dench et qu'on le retrouve. Ça, il en parle dans les deux choses. Par exemple, là, le cinéma sans la musique, c'est pas bien. Donc, vous trouverez bien un employé qui sait jouer du piano et qui accepterait, s'il est de bonne volonté, de faire 2 heures chaque soir en plus de son travail. Ou bien, peut-être que l'hôpital acceptera de dégager les 2 heures où il joue du piano pour accompagner les films pour les patients, en lui réduisant le nombre de ses heures de travail. Ouh là là, c'est fait truc. Et par contre, là, à l'Eastern Oregon State Branch Hospital, les représentations, donc les films, vous voyez, Nyarlathotep, comme on est proche aussi là de Lovecraft. On est totalement contemporain du Nyarlathotep. Vous savez qu'il propose des conférences avec des films, et à un moment donné, des boules électriques sortent là de l'écran, comme dans La Rose pourpre du Caire du cher Woody Allen, et ces boules électriques se saisissent des spectateurs, et tous les spectateurs, là, comme dans le joueur de flûte de Hammond, là, s'en vont aller à Providence, disparaître dans des souterrains près de la centrale électrique. Le Nyarlathotep de Lovecraft, là, on y est matériellement. Mais à l'Eastern Oregon State Branch Hospital, où les films sont projetés 2 fois par semaine, l'orchestre qui accompagne les représentations est composé d'employés de l'hôpital. Alors, très bref tour, parce qu'on a parlé beaucoup dans le New York Times, donc du 24, c'est la neige. New York est pauvre. Il gèle sur New York. Lovecraft vient de s'acheter hier un radiateur à bain d'huile, probablement dans une boutique de seconde main, parce qu'il n'y a pas de sous. Eh bien,
qu'est-ce qu'ils font, les pauvres gens, quand il n'y a plus rien? Si tu as faim, mange une de tes mains. Eh ben, on m'a dit là dans un message à l'instant que ces articles d'en bas de la une du New York Times, et chaque jour je vous en propose une traduction, une autre fresque sous notre fresque Lovecraftienne, c'était comme un conte de Noël. Eh bien justement, aujourd'hui, 24 janvier 1925, un autre conte de Noël. Sauf que c'est pas Dickens, c'est la vie new-yorkaise. Et toujours se dire que ces gens-là qu'on va voir, un agent de police serrant un petit bébé trouvé là, dans sa pèlerine pour vaincre l'hypothermie, ou bien ces gens qui enlèvent la neige avec les pelles dans les rues, eh bien c'est ceux que croise Lovecraft et ses amis au quotidien. New York Times, 24 janvier 1925, avec le thermomètre avoisinant les 2 degrés et des rafales de vent froid, un employé municipal chargé du ramassage de la neige s'est attaqué à une congère devant le 118 Duane Street, juste avant l'aube, hier matin, et y plongea sa pelle. Il entendit un faible gémissement et contourna le tas pour comprendre. Là, dans un creux qui la rendait invisible de la rue, il trouva une fillette de 2 semaines, enveloppée dans une couverture, alors que le bébé émettait de petits pleurs comme un chat gelé. Le cantonnier la prit dans ses bras et courut à la baraque de son contremaître, Harry Brockman. Ils déplièrent la couverture et découvrirent que la seule autre protection dont disposait l'enfant était un peignoir de bébé bleu et doré. Alors que les 2 hommes tentaient d'envelopper à nouveau le bébé dans la couverture pour le protéger du vent, se demandant en même temps quelle était la meilleure solution dans une telle situation, le policier Thomas O'Brien arriva à leur niveau. « Hé, vous avez trouvé quoi? Un vieux manteau? Un vieux manteau, tu parles? C'est un enfant de la neige. Il est en train de mourir de froid, mais pas si on s'en occupe, rétorqua O'Brien. Il prit l'enfant aux 2 hommes et partit en courant vers le poste de Beach Street. À mi-chemin, les pleurs de l'enfant devinrent si faibles qu'il craignit qu'elle ne mourût avant qu'il ne les mît à l'abri. Ouvrant son lourd manteau d'uniforme, O'Brien plaqua l'enfant sur lui et courut encore plus vite. Ils appelèrent l'hôpital de Beekman Street pour une ambulance. En attendant son arrivée, O'Brien devint de plus en plus inquiet pour la vie de l'enfant. Quand le docteur Callahan fit son entrée, O'Brien marchait de long en large dans le bureau avec l'enfant bien enveloppé dans ses bras. Les ambulanciers fournirent les premiers soins pour garder en vie l'enfant de la neige. Au bout d'1 heure, l'enfant, semblant rétabli, ils l'emmenèrent au service pédiatrique de Bellevue. Leurs soins et leur cœur les a fait déclarer hier soir que probablement l'enfant vivrait. On n'a rien trouvé d'autre sur la petite fille ou près du lieu où elle fut retrouvée qui permette son identification. Quelques heures après que l'enfant de la neige ait fait son apparition, Albert Gaussman, habitant Waverly Place, trouva une petite fille d'1 mois enveloppée dans un paquet de couvertures dans l'entrée du 151 de la 10e rue Ouest. Elle était habillée de vêtements blancs de bonne qualité et tenait un biberon moitié rempli. Elle aussi a été transportée au service pédiatrique de Bellevue. Et alors, ça vaut pas le coup qu'on fasse ce boulot-là, tous ensemble?